Allez, on se lance. Bonsoir à tous et bienvenue donc sur cette session dédiée à la restitution de résultats préliminaires d'une enquête qui a été lancée par le Collège de la médecine générale avec le Conseil national de l'ordre des médecins, qui vise à documenter les types d'activités des diplômés de médecine générale et leur temps d'activité. Donc Paul Frappé, médecin généraliste à Saint-Étienne, et je vais laisser chacun se présenter. Bonjour à tous, Stéphanie Raz, donc je suis en charge du service études et recherches statistiques pour le Conseil national de l'ordre des médecins, et donc j'ai travaillé avec professeur Frappé sur ce sujet. Jean-Marcel Mourgue, donc je suis un des vice-présidents du Conseil national de l'ordre des médecins et notamment en charge en tant qu'élu de la démographie médicale, et donc je travaille, comme vous en doutez, étroitement avec Stéphanie, le service. Je suis moi-même médecin généraliste à mi-temps, puisque à mi-temps au CNOM et à mi-temps en exercice, en Lot-et-Garonne, dans l'agglomération de Villeneuve-sur-Lot pour être précis, qui est une zone hélas caractérisée, mais elle n'est pas la seule, loin s'en faut, en tension médicale. Voilà, alors c'est vrai que, juste quelques mots, mais je ne veux pas spoiler l'enquête, pas du tout, lorsque le CMG et Paul Frappé, son président, sont venus vers nous pour nous dire « Tiens, on aimerait bien travailler sur de la donnée quali-quantitative », on a vraiment sauté sur l'occasion, et je t'en remercie très franchement. Parce qu'il faut vraiment faire un saut de géant dans toutes les études démographiques de la population médicale. On n'a jamais été les uns et les autres autant détenteurs de données, et pour autant, on a une analyse de l'offre de soins, spécialité par spécialité. Les soins primaires, bien évidemment, une place très particulière et majeure. On analyse qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, avec l'Ordre des médecins, on a déjà fait des études de qualité quantitative, comme on dit dans notre jargon, avec des CNP, maladies cardiovasculaires, gynéco-obstétrique, et puis après-demain, ou demain, enfin prochainement, avec la chirurgie traumato et orthopédique. Et à chaque fois, ce sont des enseignements très riches sur le contenu métier, sur les aspirations des médecins de la spécialité concernée, sur le temps de travail, etc., etc. Et donc, je pense que c'est ce que vous allez découvrir, hein, Paul, c'est ça? C'est l'idée. Voilà, alors, je vous propose... Ah ouais. On va tout faire avec ça. Je vous propose donc de prendre un premier temps pour vous présenter l'étude et ses fameux résultats préliminaires. Donc attachez-vous parce qu'il y a pas mal de chiffres, et donc on va prendre peut-être une petite heure pour ça, et puis consacrer la dernière demi-heure pour un temps d'échange, pour voir comment aller plus loin. Cette enquête est amenée à se prolonger encore un petit peu pour s'enrichir, et sans doute s'enrichir aussi de vos réflexions, de vos questions sur les analyses à réaliser en croisant toutes les données qui ont été recueillies. Je souhaite remercier, pour présenter le contexte, tout le groupe qui a travaillé autour du référentiel, parce qu'à la base, cette enquête s'est lancée avec les réflexions autour du référentiel professionnel de médecine générale. Les délais de mise en place n'ont pas permis d'intégrer ces résultats au sein du référentiel, mais elle évolue en parallèle, et elle lui est liée. Le contexte, c'est globalement, on peut résumer, il y a beaucoup d'éléments qui justifient de faire cette enquête, mais globalement deux principaux. Les limites du décompte de la démographie si on décompte en nombre de médecins inscrits, parce qu'on sait que derrière les médecins inscrits, il peut y avoir notamment une variabilité de temps de travail. Et sur un autre plan, les limites du décompte des actes remboursés, qui là aussi sont assez aveugles sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce remboursement des actes, et donc il y a besoin d'aller plus loin pour éclairer des enjeux à la fois de démographie médicale, de reconnaissance des exercices de chacun, d'adaptation des référentiels de formation, etc. L'objectif, c'est donc de documenter en qualité et en quantité l'activité des médecins généralistes inscrits à l'ordre des médecins. Et la méthode, c'est une enquête par questionnaire Internet qui a été adressée aux 135 000 médecins généralistes enregistrés. Non, parce qu'on
On a fait deux diapos. C'est gentil. Et enregistré, voilà, on a essayé de faire les choses bien avec un comité d'éthique. Il y a eu une relance et l'analyse a été réalisée sur les données extraites lundi. Les variables recueillies, donc beaucoup de variables. C'est juste une analyse descriptive, hein, ça a des pourcentages et des moyennes. Beaucoup de variables, donc voilà un petit peu l'idée. On ne pourra pas présenter toutes les variables, mais peut-être que ça peut donner des idées de croisement de données dans un second temps. Des variables de profil en termes d'âge, de sexe, de type d'activité, vraiment selon le classement ordre des médecins, de statut libéral salarié mixte, de type de structure d'exercice, de taille de patientèle pour les libéraux, d'acceptation des nouveaux patients pour les libéraux et de temps de remplacement pour ceux qui ont dit qu'ils étaient remplaçants. Le lieu d'exercice, avec le code postal qui permettait dans un second temps de qualifier en zip-zac, la distance à l'hôpital, le plus proche, le temps travaillé dans chaque type de lieu, l'adhésion à une CPTS. Au niveau de l'activité de soins, une grosse question qui nécessitait de lister tous les actes praticables en médecine générale et de dire d'identifier lesquels étaient pratiqués par le médecin. Est-ce qu'ils ont une orientation médicale particulière, un mode d'exercice particulier? Est-ce qu'il y a certaines caractéristiques de la médecine générale qui sont réalisées par le médecin? Et qu'est-ce qu'il en était sur le domaine de la participation aux urgences et aux soins non programmés? Puis enfin, en information complémentaire, même si c'est quand même essentiel, la maîtrise de stage, l'enseignement, la participation à la maîtrise de stage, l'enseignement à la recherche, à la direction de thèse, l'enseignement en formation continue, les années de thèse, de première inscription, de première installation, de dernière installation, la satisfaction et est-ce qu'il y a un changement à court terme qui est envisagé. Voilà, beaucoup de données. Et je vous propose de nous lancer la description de l'échantillon, puis après je laisserai Jean-Marcel Mourgue pour vous présenter, pour commencer, les chiffres sur les actifs. Alors l'échantillon, donc lundi, il y avait 13 874 répondants. On a passé les 14 000 depuis. L'âge moyen des répondants est de 50 ans, à peu près moitié homme, moitié femme. Et sur les types d'activités, remplaçants, 7%, enfin 8% de remplaçants, 70% d'actifs réguliers. Donc on est à 77% si on regarde tous les actifs, qu'ils soient réguliers ou retraités actifs, et puis très peu de sans activité, qu'ils soient retraités ou non retraités. Voilà, alors c'est intéressant peut-être cet échantillon quand même de le mettre en regard des chiffres de l'ordre des médecins pour voir quel biais il y a forcément. C'est un taux de réponse qui n'est pas de 100%, loin de là. Donc on a des répondants qui sont plutôt plus jeunes que la moyenne des destinataires. Un équilibre homme-femme qui est inversé autour du 50%, mais qui en est pas très loin. Donc peut-être que on peut se dire que dans l'interprétation des résultats, on est quand même assez proche d'une réalité pour ce qui est de ces équilibres-là. Des remplaçants qui ont été 7% qui sont 7% à l'ordre des médecins, 57% à l'ordre des médecins parmi l'ensemble des diplômés de médecine générale inscrits à l'ordre des médecins, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est le taux de réponse. Donc, si on prend le taux de réponse brut tout en haut, sur l'ensemble des envois, qui sont très nombreux, vu qu'il y a quand même 36 900 retraités sans activité, on est à 10% de taux de réponse global. Et si on prend par type d'activité, on voit que forcément, une enquête qui s'adresse aux diplômés de médecine générale se sont sentis naturellement concernés, plus les actifs réguliers et sans doute plus ceux qui sont réellement dans une activité identifiée médecine générale et les remplaçants de médecine générale, et beaucoup moins les non-actifs où les taux de réponse sont plus autour de 5%. Donc il faudrait être très prudent avec l'interprétation des non-actifs, des répondants sans activité. Ça va? On peut passer au premier résultat après cette description d'échantillon et je passe la parole à Jean-Marcel Mourgue. Alors, juste quelques petites précisions sur le décompte que nous avons à l'ordre des médecins. Sur les médecins, il y a les médecins en activité et parmi eux, les médecins en activité régulière. Alors, à partir depuis hier, vous avez en ligne, en accès libre, l'Atlas de la démographie 2025, et vous aurez 350 pages, si vous avez des insomnies, qui est plus toute la démographie, des considérations générales et spécialité par spécialité pour le tome 2. Alors,
Les médecins en activité comportent ceux qui ont une activité régulière, plus ceux qui ont une activité intermittente, mais qui seront en âge d'avoir une activité régulière parce qu'ils ne sont pas retraités, autrement dit les remplaçants, et ceux qui poursuivent une activité, habituellement à temps partiel, et qui sont retraités, hein, que certains appellent le cumul emploi-retraite, voilà. Globalement, sur l'ensemble des médecins en activité, 83%, toutes spécialités confondues, sont des médecins en activité régulière. Voilà. Et il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne connais pas les chiffres par cœur, et de toute façon, je vous laisse découvrir ces atlas en ligne, des spécificités selon les spécialités, mais voilà la façon dont nous comptons les médecins, si vous voulez, par convention. Hein. Si vous prenez les chiffres de l'adresse, et puis c'est pas l'objet du jour, donc je serai très court, mais l'adresse compte tout médecin en activité, qu'il soit remplaçant ou une activité régulière, dès lors qu'il a moins de 70 ans. Mais on est raccord sur les chiffres de toute façon. Voilà. Alors, le type d'activité, chez les répondants, pas tout à fait 2/3 ont une activité libérale exclusive. Une activité salariée 25% et une activité mixte 10,3%. Alors, par rapport à la réalité de la cohorte médecine générale, il y a un écart d'à peu près 5% en exercice libéral exclusif, c'est-à-dire qu'il est un peu majoré et à peu près dans les mêmes proportions, peut-être un peu plus, l'activité salariée exclusive est minorée. Il faut savoir en France, tout au moins, que sur les médecins généralistes en activité régulière, 6 sur 10 ont une activité de soins primaires et 4 sur 10 que l'on retrouve en particulier, si vous voulez, dans les hôpitaux, ont une activité polyvalente, que ce soit en service de médecine polyvalente, en SSR, aux urgences, etc. Ça c'est donc là, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est l'ensemble de la cohorte médecine générale, quel que soit son statut, retraité, régulier, ayant remplaçant, cumul emploi-retraite, voire même retraité tout court, qui a été interrogé. C'est pour ça que il faut, dans l'interprétation des chiffres, être, si vous voulez, prudent. L'exercice salarié exclusif, il est majoritairement représenté par l'exercice hospitalier, mais il y a aussi, vous le savez, l'exercice en centre de santé, là, dans l'escarcelle des soins primaires. Voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais je souhaitais quand même vous donner quelques éléments de lecture afin de, si vous voulez, de ce qui est pour nous une évidence, n'entraîne pas de confusion. Alors, parmi donc l'ensemble, donc il y a eu un nettoyage de la base, je parle sous le contrôle de Paul et Stéphanie, mais je crois que sur les réponses qui ont été considérées, donc qui ont été exploitées, un peu plus de 10 700, on a la ventilation suivante selon les lieux d'exercice. Le cumul dépasse 100%, il est de l'ordre de 120%, puisque l'exercice mixte, par définition, c'est plusieurs lieux d'exercice. En revanche, donc, vous avez le cabinet de groupe qui arrive à 35% quasiment, je vais arrondir. La MSP, 19%. Et le cabinet médical seul, 18%. Donc nous sommes très très loin des chiffres que nous aurions eus il y a 20 ou 30 ans, hein, vous vous en doutez, où là on aurait eu le primat du cabinet médical seul. Le centre de santé, on en a parlé, c'est à peu près 6,3%. Ce qui entre, voilà, n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de discordance par rapport à l'ensemble de la cohorte.
Les centres hospitaliers, pour les raisons que je vous ai dites, on est un peu plus de 10%, même si les médecins généralistes exerçant en hôpital ont un peu moins répondu que les autres. Coordination en EHPAD, on est un peu moins de 5%. Et puis, vous avez des scores qui, sans être, je veux dire, stigmatisants, sont plus anecdotiques, comme de l'ordre de 1,5 à 3%. Voilà. Alors, en ce qui concerne le temps de travail, qu'est-ce qu'on a vu globalement? Alors, ça va vous prêter à sourire, mais ceux qui travailleraient le plus, c'est les médecins conseils d'un organisme d'assurance maladie. Bon, voilà, 8,3 demi-journées. Donc, vous voyez, ayez la bienveillance, ils sont certainement surbookés et maltraités. Non, je plaisante. Voilà. Bon. Oui, après, il y a la définition de qu'est-ce qu'on appelle une demi-journée. Voilà. Est-ce que c'est 3 heures ou 5 heures? Et en conversion horaire, c'est vrai que la question mériterait d'être ouverte. Parce que si on fait des comparaisons entre des carottes et des navets et entre des statistiques horaires et en demi-journée, on est un peu en difficulté. Alors, ce qui est intéressant de voir, malgré tout, c'est que l'exercice soit isolé ou groupé, en cabinet de groupe ou en MSP, finalement, on a les mêmes chiffres. 7,5 demi-journées par semaine. SOS médecin 7,4. Centre hospitalier 6,7. Centre de santé 5,7. Et puis vous découvrirez après les autres chiffres. Voilà. Alors, le temps de travail moyen est donc de 8,2 demi-journées par semaine en moyenne, ce qui fait légèrement plus de 4 jours. Alors là, ça a été, faut-il quand même le dire, une relative surprise, parce que de façon un peu intuitive, on s'est dit, voilà, c'est une enquête déclarative, ça va vraiment être l'occasion de marquer une insatisfaction dans l'exercice. Et finalement, vous avez 5 histogrammes de façon décroissante du niveau de satisfaction de très satisfait à très insatisfait des médecins qui ont répondu, des médecins généralistes. Et finalement, on s'aperçoit sur les chiffres que on est à 70% à peu près de médecins qui se déclarent plutôt ou très satisfaits. Dont acte, mais effectivement, nous échangions avec Paul et Stéphanie en dépouillant et on avoue que, voilà, on s'attendait peut-être à des chiffres moins bons, moins favorables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que tout est un long fleuve tranquille, bien évidemment. Alors, les médecins, sur les médecins, focus sur les médecins libéraux, la taille de leur patientèle. Somme toute, là, je crois qu'on n'a aucune surprise, c'est des chiffres attendus dans l'histogramme. 2 histogrammes sont dominants, entre 1000 et 1500 patients, et en deuxième position, entre 500 et 1000. Voilà. Sachant qu'il y a à peu près 6 à 7% qui déclarent avoir moins de 2000 et il y en a à contrario qui déclarent en avoir moins de 500, mais il faudrait pour ces cas particuliers savoir s'ils n'ont pas notamment un exercice mixte ou s'ils ne sont pas dans la cohorte des retraités poursuivant une activité. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas d'extraction complémentaire, il faut être très prudent. Voilà, je ne sais pas à qui je passe la parole, là, Stéphanie. Ah non, ça ne fonctionne pas. Non? Si? Si. Hop. Donc, sur la caractérisation des lieux d'exercice. Rapidement, avant de vous parler, vous voyez bien deux points. La distance au centre hospitalier
Le zonage et l'adhésion à une CPTS, qui est un peu un sujet à part. J'aimerais vous parler je vais faire une brève digression pour que vous puissiez avoir quelques éléments de sémantique et de langage pour que vous puissiez mieux apprécier ce qu'on appelle le zonage, parce que vous êtes peut-être tous familiers avec les ZIP, les AC, les AR, mais je ne vais pas vous faire un cours magistral dessus, mais c'est simplement pour que vous compreniez ces éléments de définition. Vous le savez, la question de l'accès aux soins est devenue centrale dans le contexte actuel des fortes mutations dans le monde médical et hospitalier. Le temps d'accès aux soins est globalement satisfaisant, que vous le sachiez, en France. Alors c'est une étude qui est un peu ancienne, mais en 2021, le temps d'accès aux soins est globalement perçu comme satisfaisant. La part moyenne de la population éloignée à plus de 20 minutes d'au moins un service de proximité de 5,9%. Et concernant les seuls médecins généralistes, l'accès géographique est globalement très satisfaisant. Malgré ce qu'on entend, ce sont des données publiées, moins de 1% de la population vit dans 4% des communes françaises qui se situent à plus de 15 minutes d'un trajet accessible à un médecin. Ça concerne essentiellement, vous en doutez, des personnes qui vivent dans des milieux ruraux, dans des milieux montagneux et qui cumulent souvent un certain nombre de fragilités territoriales telles que l'isolement géographique et plus globalement l'éloignement aux services et aux équipements. Si l'on s'intéresse, et c'est d'ailleurs l'objet de cette enquête, non plus du point de vue du patient à l'accès aux soins, mais le point de vue, si on place la focale sur l'accès aux soins des médecins généralistes, finalement vers les services qui sont là hospitaliers, notre étude montre que les médecins généralistes, en cabinet déclarent exercer pour près d'un tiers, c'est ce que vous voyez au-delà de slide, à plus de 20 minutes d'un centre hospitalier. Alors vous pourriez me dire, oui, bon, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée ? Effectivement, on a plusieurs manières d'en tirer des enseignements. Et ce qu'on vous propose ici, c'est de le mettre en éclairage d'une étude qu'on a fait en 2019 au CNOM, qui visait à mettre en lumière les besoins, les attentes et les craintes des jeunes et des futurs médecins, qui a montré que les jeunes médecins souhaitaient disposer d'un réseau de professionnels de santé sur le territoire sur lequel s'appuyer avant de s'installer. C'est quand même quelque chose qui est ressorti comme majoritaire, avant même d'ailleurs les aides à l'installation financière. Et nous n'avons pas, effectivement, on vous l'a dit, l'enquête a été arrêtée il y a très peu de temps. On n'a pas pu faire d'analyse croisée, on est vraiment sur du tri à plat standard. Mais je pense que ça mériterait qu'on croise ces données avec, en tout cas en étudiant la relation possible entre la distance, donc au-delà de 20 minutes, justement, l'installation libérale ou pas, l'effet d'âge ou pas, et encore la question de la satisfaction. C'est quelque chose qu'on pourra, alors que je ne vais pas vous livrer aujourd'hui, j'ai pas les résultats, mais c'est quelque chose qu'on pourra peut-être intégrer dans des analyses secondaires et qui pourrait être intéressant. Concernant le zonage, vous le savez peut-être, en France, on a des territoires qui sont caractérisés par une insuffisance d'accès à la population, que ce soit en termes d'accessibilité géographique, accessibilité temporelle, temps d'accès ou délai d'attente pour avoir un rendez-vous. Ce sont des notions qui sont complémentaires. Mais pour contribuer à pallier à ces tensions, l'identification des zones sous-denses qui est portée par les ARS a permis, entre autres, d'allouer des allocations financières aux médecins libéraux pour leur installation via un découpage qui s'appelle les territoires de vie santé et qui a permis aux ARS de classer les territoires de vie santé qui sont un ensemble de communes, a permis de faire un classement à partir de ce qu'on appelle l'accessibilité potentielle localisée. Rapidement, c'est un indicateur composite qui comprend plusieurs données, telles que le nombre de médecins généralistes avec une borne de limite d'âge supérieure à 65 ans pour anticiper les départs prévisibles de départ à la retraite, l'activité de chaque praticien mesurée en consultation ou en visite effectuée sommée dans l'année, le temps d'accès aux praticiens et le recours aux soins par classe d'âge. Cet indicateur permet, donc, je vous le disais, de classer les territoires de vie santé en 3 zones, ce qu'on appelle les ZIP, donc ce sont les zones d'intervention prioritaire, que vous avez ici, les ZAC, les zones d'action complémentaire, et enfin les zones d'accompagnement régional, qui sont un dispositif plus local mis en place par certaines ARS. Ces 3 dispositifs, ce sont des dispositifs plus ou moins cumulatifs en termes d'incitation financière, donc qui peuvent être éligibles soit, ou à chaque fois, aux aides de l'État issues du pacte santé territoire, aux aides conventionnelles de l'assurance maladie, aux aides des collectivités territoriales, et plus spécifiquement pour les arts qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le fonds d'intervention régional mis à disposition par les ARS à hauteur de 25%.
C'est aussi une des conclusions de notre enquête de 2019. Les déterminants à l'installation des jeunes médecins, c'est ce que je vous disais précédemment, sont multiples et ne se résument pas aux seules considérations financières, ce qu'on entend d'ailleurs trop souvent. Et toutefois, ce type d'aide apparaît susceptible de conforter les projets d'installation ou de maintien dans les zones identifiées comme sous-denses. En 2024, c'est ce que vous voyez sur la slide ici, 19% des médecins, 26% des médecins généralistes déclarent exercer en zone d'intervention prioritaire, alors qu'à l'échelle nationale, pour votre information, ils sont 19%. 19% exercent en France en ZIP et les déclarants ici sont à hauteur de 26,9%. Même exercice pour les ZAC, on a 39% des généralistes libéraux qui exercent en ZAC dans l'enquête et au national. Donc là, on a un miroir qui colle assez bien. On a 42% des médecins généralistes qui exercent en dehors de ces zones, et si on fait ici la somme dans l'enquête, on est autour de 34%. On n'en tire pas davantage d'enseignements, mais ça traduit quand même un relatif équilibre dans la représentation des zonages, tant dans l'enquête que dans la représentation nationale. Dernière digression sur cette enquête, après je serai plus collée au slide, mais je pense que c'est important pour que vous ayez quelques éléments de compréhension et de mise en perspective. En France, on a 68% de la population qui réside dans une commune classée ZIP ou ZAC. Donc c'est quand même une proportion assez importante. On sait que depuis les 5 dernières années, on a 2 tendances démographiques qui sont quand même assez majeures et assez majeures à relever. Sur les 5 dernières années, la population a augmenté de 0,8% en ZIP ou en ZAC, donc on a une majoration de la population, et dans le même temps, sur ces mêmes ZIP et sur ces mêmes ZAC, on a 19% des médecins généralistes libéraux qui exercent, ça c'est la donnée qu'on a vue, mais on en a 35 à 40% qui déplaquent, si on me permettez l'expression, dans ces zones. Ce faisant, si on applique hypothétiquement les taux d'évolution à ces ZIP et ces ZAC, qu'on met en perspective des cessations d'activité liées à l'âge et qu'on prend en compte la dynamique des primo-inscrits médecins généralistes, on imagine aisément que l'enjeu de la réponse aux besoins dans ces territoires reste posé, notamment par le fait du vieillissement de la population et la diminution des spécialités avec lesquelles travaillent, vous savez mieux que moi, que vous travaillez d'ailleurs, à savoir les dermatologues, les rhumatologues par exemple, qui sont essentiels dans la prise en charge et le parcours de soins des patients. Donc là, j'ai pas de solution à vous proposer, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'y réfléchir et mettre ça en perspective, parce que si on sort des chiffres comme ça, sans mise en perspective, on n'en dit pas grand-chose. L'adhésion au CPTS, donc acte, on a quand même 52,3% qui déclarent adhérer à une CPTS. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme enseignement, mais c'est dit. Sur la partie actifs, sur les actifs donc en cabinet, parmi les activités les plus déclarées, on retrouve en top 3. Ah, c'était, pardon. C'était, oui, pardon. C'est pas grave, je partais. Voilà, c'est lancé. Si on fait un petit point d'étape jusqu'ici, sur, je ne sais pas, si vous dites beaucoup de données finalement pas trop étonnantes, quelque part, des fois que ce soit pas étonnant, c'est rassurant, ça veut dire qu'il y a peut-être soit une certaine représentativité, soit on comprend la différence par rapport aux chiffres qui ont été mesurés, et ils s'expliquent par notamment la sous-représentation sans doute des exercices qui sont trop éloignés de l'étiquette médecine générale. Peut-être 2 messages où on n'a pas trouvé complètement l'explication, ou du moins on a peut-être une certaine surprise, c'est effectivement le temps de travail à 8 demi-journées. L'explication pourrait être que ces demi-journées sont vraiment des très grosses demi-journées. Si on le met en regard des enquêtes qui ont recueilli des heures, on serait à 6 heures par demi-journée. Et puis l'autre, la satisfaction, où effectivement peut-être qu'on entend beaucoup de marasme, mais finalement il y a une certaine satisfaction qui s'exprime. Il va y avoir d'autres messages, je vous rassure, et je vous propose donc de continuer. Donc sur les activités, une grande question qui proposait un petit peu de lister les activités qui sont réalisées. Donc au lieu de toutes vous les présenter, on prend celles qui ont été réalisées, déclarées comme réalisées par le plus grand nombre, et puis par le moins grand nombre. Dans le plus grand nombre, donc
peut-être pas de surprise. Peut-être ce qui peut être intéressant, donc l'ECG, le blockbuster, 66%, c'est quand même pas 100%, loin de là. Et puis une certaine variabilité sur ce top 10, c'est-à-dire que voilà, même le 10e est quand même à 18%, donc est très minoritaire. Ça traduit une certaine, sans doute, variation ou de ces actes particuliers selon les médecins. Dans le flop 10, si on peut se permettre, voilà, on est vraiment tous de l'ordre de 0 à 3% des médecins qui déclarent les réaliser. On va retrouver tous les gestes esthétiques, on en parle beaucoup. Dans cette enquête, ils apparaissent peu. Est-ce que c'est parce que c'est sous-déclaré, parce qu'ils se sont pas sentis concernés par cette enquête qui avait le mot médecine générale, ou est-ce qu'il y a une dimension géographique? C'est l'objet de la diapo suivante. Donc effectivement, outre le possible biais déclaratif de ces actes de ces actes, l'appréciation géographique des 3 actes identifiés comme esthétiques, à savoir l'injection anti-rides, le laser et la lumière pulsée et la sclérose des vaisseaux, ont quand même une spécificité territoriale. Qui est marqué, je dirais, par trois dimensions. On peut observer un effet de métropolisation, vous le voyez assez bien, autour de Paris, je dirais même de l'Île-de-France et de Lyon. On observe également un effet de littoralisation, je crois que c'est peut-être un néologisme, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, on va l'accepter, on se comprend. Un effet de littoralisation tant sur l'arc méditerranéen qu'atlantique, d'ailleurs, entre les Bouches-du-Rhône et la Gironde. Et on a aussi des effets frontières qui sont marqués par des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Voilà, il n'y a pas, encore une fois, est-ce que c'est une surreprésentation par rapport aux déclarants ou pas? Encore une fois, voilà, c'est un état de l'art qui est assez intéressant. Homme-femme. C'était encore moins, oui, pardon, je vais y arriver. Donc si on reprend le tableau des activités déclarées qu'on vous a présenté précédemment, et qu'on s'interroge cette fois-ci aux effets de genre, on peut voir que la démonstration elle soulève des questions, notamment à l'heure des débats autour des champs de compétences. On voit que les femmes, donc, classiquement en rose, sont orientées sur des activités plus santé de la femme et de l'enfant. Ainsi, si on regarde le tableau, on voit que 73% des femmes disent faire des frottis et 41% de la pose d'implants contraceptifs. Donc ça, c'est quand même, je trouve que c'est vraiment éclairant. Les hommes, quant à eux, sont davantage centrés sur la technique et l'ostéo-articulaire. Même exercice, on regarde et on voit que 42,5% des hommes disent faire des actes d'excision de Panari et 32% des actes d'infiltration articulaire. Voilà, donc un vrai effet de genre, visiblement, sur les actes. Ah oui, il y a le flop 10 aussi, donc sur les actes les moins réalisés, où là on a peut-être moins de différence forcément, avec si on retrouve un peu d'un côté et de l'autre les mêmes types d'actes moins réalisés, en rose ceux qui sont différents. Oui, je crois que c'est encore moi après. Allez-y. Non, typologie, c'est pas moi. Ah mince. Alors, trois petites... Pardon, on se mélange un peu les prises de parole. On fait de l'impro. Voilà. Donc, trois petites diapos sur la typologie médecine générale, l'activité d'urgence et l'enseignement. Sur la typologie médecine générale, 90% ou plus de 90% des répondants déclarent recevoir tout motif de consultation, assurer du suivi au long cours. 80% environ font de la visite à domicile, déclarent faire des visites à domicile. Derrière ce chiffre, ça peut être très varié. Est-ce que c'est faire une visite à domicile, 10, faire que de l'activité visite à domicile exclusive. Et puis, vraiment très en retrait, la téléconsultation, où on a moins de la moitié, et essentiellement de la téléconsultation pour ses propres patients. Sur l'urgence et les soins non programmés, 90% des médecins répondants disent assurer les urgences du cabinet. On est en tant qu'effecteur de SAS et effecteur de garde de secteur permanence des soins ambulatoires, 51% donc pour la permanence des soins ambulatoires et 1 sur 3 des répondants qui déclarent être effecteur SAS. Et puis vraiment dans un deuxième groupe étau, les médecins correspondants SAMU, les médecins pompiers et la régulation, qu'elle soit aussi bien SAS que PD
DSA, on est en dessous de 5% des répondants, donc sans doute là des personnes qui ont une activité plus orientée, plus spécifique. Et enfin, l'enseignement et la recherche, je ne vais peut-être pas vous lire toutes les lignes, peut-être celles qui sont les plus spontanément qui attirent l'œil. La maîtrise de stage, 36% de répondants, donc c'est sans doute un peu surévalué par rapport à la réalité. Si on est à entre 14 et 15 000 médecins maîtres de stage recensés, l'annonçait tout à l'heure Olivier Saint-Lary, si on prend par rapport au pool de libéraux de 50 000, on est de l'ordre de 30%. Là, on est à 36, voilà, sans doute un petit peu plus surévalué, sans doute que ça a plus... L'enquête a plus diffusé chez les maîtres de stage. Ce qui est intéressant, c'est le temps dédié à la maîtrise de stage, quand même 5 demi-journées par semaine en moyenne, donc c'est vraiment pas anecdotique. La maîtrise de stage n'est pas une maîtrise de stage de coin de table. La direction de thèse qui est à 11%, 11,8%, l'enseignement en formation continue qui est proche de 8%, et l'enseignement donc en médecine générale, à voir comment a été compris cette question, parce qu'elle a été posée telle quelle. Êtes-vous enseignant en médecine générale, donc 6%. Voilà. C'est Jean-Marcel. Alors, le temps de travail, donc les médecins en activité en cabinet, seuls, en MSP, en centre de santé, globalement, c'est 8,3 demi-journées par semaine en moyenne. Alors, est-ce que il y a un effet de genre? Il est vraiment léger à modéré, mais pas au-delà. Donc, on peut dire, 8 pour les femmes, nos consoeurs, 8,5 demi-journée chez nos confrères. Et là, vous avez la ventilation par mode d'exercice, si vous voulez, dans les deux cohortes. Alors, j'insiste simplement pour l'exercice mixte. Là, il y a une légère surreprésentation chez les hommes de l'exercice mixte par rapport aux femmes. Et hier, à la demande d'une journaliste, puisque nous sortions de l'Atlas, la question était de savoir si chez les jeunes médecins de moins de 40 ans, nos consoeurs n'allaient pas davantage vers l'exercice mixte que leurs confrères. Eh bien non, c'était strictement la même chose, 12,1%. Voilà. Donc on peut dire que l'exercice mixte, finalement, est à parité selon le genre. En revanche, parmi les classes d'âge, là, il y a confirmation qu'il y a une diminution modérée par rapport aux seniors, enfin aux aînés, du temps de travail qui, somme toute, est quand même inférieur à une demi-journée par semaine. Donc c'est modéré, voilà. Et les résultats ne nous ont pas été attendus. Sur le type d'activité, là, vous avez, je n'y reviendrai pas, mais vous avez la ventilation par classe d'âge des répondants. Et je passe la parole à... Donc sur la satisfaction de ces actifs en cabinet, on se rend compte que près de 65% des actifs exerçant en cabinet MSP CDS déclarent être très satisfaits vis-à-vis de leur exercice, satisfaits vis-à-vis de leur exercice, et ils sont 19% à être très satisfaits. Nous le verrons, par ailleurs, cette satisfaction est sensiblement similaire à celle des actifs généraux et des remplaçants. Quant à la question que vous voyez sur la partie basse de la slide posée sur les perspectives, près de 20% envisagent de changer de situation professionnelle à court terme et tout de même 30% envisagent d'arrêter. On observe, alors on laisse sur la slide après je crois, on observe des tendances assez similaires finalement malgré les extrêmes plus prononcés chez les hommes et en termes de grande satisfaction que de grande insatisfaction.
Bon, sans risquer de me méprendre sur un discours qui pourrait être perçu comme sexiste, mais ça a été documenté et objectivé, les femmes font souvent preuve de plus d'empathie que les hommes. Alors on peut s'interroger, c'est une hypothèse, on peut s'interroger sur leur satisfaction ici ne pourrait pas apparaître comme moins entachée que celle des hommes face aux situations d'insatisfaction vécues. Mais voilà, c'est qu'une hypothèse, ou que les hommes, voilà, tout simplement. Mais voilà, ça ne relève que d'une hypothèse, pour essayer de comprendre les écarts. Concernant les effets supposés par classe d'âge, sans distorsion d'échelle, les histogrammes sont aussi aux mêmes hauteurs, ce qui permet d'avoir une comparaison des graphiques. On observe globalement que les jeunes semblent plus satisfaits de leur exercice que leurs aînés. Alors là, voilà, je crois qu'on peut chacun... sensiblement, voilà. On peut chacun imaginer après les... Ouais. Ouais. Bon. Oui, mais voilà. Après... Si, c'est les mêmes échelles. Alors, c'est les mêmes tailles de... Ouais. C'est pas les mêmes nombres, hein, mais c'est exactement les mêmes tailles d'images, Oui. ce qui permet que les rectangles colorés peuvent être comparables dans leurs proportions respectives. Mais c'est pas les mêmes nombres, les mêmes effectifs. J'ai entendu peut-être juste aussi une remarque à ce niveau-là sur les perspectives. Le décompte en dessous, c'est bien parmi les 20% qui disent à court terme j'envisage de changer, il y en a 30% de ces 20% qui disent ça sera pour un changement d'activité, et 30 et 40% qui envisagent plus de changer de lieu ou de type. C'est une question à choix multiple, donc beaucoup ont coché, un certain nombre ont coché les deux, hein. Change à la fois de type et de lieu d'activité. Potentiellement, si. C'est possible. Si, on est sur tous, là, quel que soit l'âge. Hein, ouais, tout à fait. Un petit point maintenant pour terminer sur les remplaçants. Le type de structure dans laquelle il déclare exercer, sans surprise, 90% en médecine générale libérale, 10% en centre de soins non programmés, 15% qui font du remplacement en établissement de santé, 5% en centre de santé. Le temps de travail, Jean-Marcel ? Alors le temps de travail, parmi les remplaçants, un peu moins de 4 sur 10 définissent comme remplaçants occasionnels, même si la ligne de crête est complexe à appréhender, et 6 sur 10 remplaçants réguliers. Alors, parmi les remplacements occasionnels, la moyenne de semaines travaillées par an est de 28, ce qui fait un peu plus de 6 mois. Hein. Et les remplaçants réguliers, là, on a compté en demi-journée par semaine, c'est 6,6 par semaine. Souvenez-vous, on était un peu plus de 8 pour les médecins en activité tout confondu, donc on n'a pas un delta très important. Ce qui fait que si on fait une règle de 3, un remplaçant qui se dit occasionnel, c'est à peu près 60% d'un équivalent temps plein d'un actif en cabinet, et en revanche, un médecin qui se dit remplaçant régulier, on est à 80%. Alors, c'est toujours intéressant de faire des règles de 3, puisque une des difficultés, c'est de compter en équivalent temps plein. Donc, vous avez vu l'équivalence des 9456 remplaçants répertoriés dans le tableau de l'ordre. Ça fait à peu près un équivalent de pas tout à fait 7900 équivalents temps plein. Actuellement, les remplaçants, toutes spécialités confondues, sont de façon arrondie à 16 000, je crois. En 2010, ils étaient à 10 000. Mais il faut bien évidemment prendre en considération que c'est une soupape pour assurer la continuité des soins dans bon nombre de cabinets sans remplaçant ne pourrait pas tourner pour qu'il y ait un juste repos ou un temps de formation pour les médecins en exercice régulier, bien sûr.
La règle de 3 est vraiment à prendre avec des pincettes parce que on a pris ces chiffres-là et on les a appliqués sur l'ensemble du pool des remplaçants. On a vu qu'il y avait des remplaçants en hôpital, il y avait des remplaçants, voilà. Et là, c'est des chiffres où on a fait des équivalents temps plein d'actifs en cabinet. Hein. Donc voilà, c'est juste pour avoir pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, ça permet de peut-être mieux imprimer la signification, mais c'est pas une réalité, c'est une estimation et c'est issu de règle de 3, hein, les 2 dernières lignes. La satisfaction déclarée des remplaçants, on retrouve un petit peu les mêmes schémas de répartition finalement aussi chez les remplaçants. Elles ne sont pas une catégorie qui exulte par rapport aux autres et qui au contraire sont dans un marasme et qui fait que voilà. Donc on a un peu une répartition assez proche. Sur leur perspective de remplacement, donc on leur a demandé pas tout à fait les mêmes questions que tout à l'heure. La question de base était la même. Est-ce que vous envisagez de changer de situation à court terme? Là, ils sont 42% à dire oui. Et pourquoi? Et c'est là que c'était différent vu qu'ils étaient remplaçants. Et donc, on a quand même la plupart, les 2/3 envisagent une installation, que ce soit en médecine générale libérale ou en centre de santé. Dans les autres, on a énormément de choses, tatoueurs, j'ai vu plein de choses, mais on ne peut pas les lister. Et on va donc pour les remplaçants terminer en faisant un distinguo selon le genre. Pour les remplaçants occasionnels, il y a un effet de genre modéré donc en termes de semaines travaillées par an, nos consoeurs travaillent donc sur cette enquête déclarative 5 semaines par an de plus. Et en ce qui concerne, là il faut prendre avec des pincettes, en ce qui concerne les remplacements dits réguliers, on n'a pas de variation très significative. Alors la question de est-ce que les remplaçants envisagent de changer de situation professionnelle à court terme, c'est pas une grande surprise, sachant que souvent, pas toujours, mais que quand on voit un peu l'évolution des cohortes à activité régulière, remplaçants, etc., les remplaçants souvent basculent sur une activité régulière, sans surprise, ils sont plus de 4 sur 10 à envisager de changer de situation professionnelle à court terme, légèrement moins chez nos consoeurs que chez nos confrères, mais on a quand même des proportions sensiblement identiques. Voilà un peu pour les premiers chiffres qu'on souhaitait vous présenter. C'est vraiment des résultats préliminaires. L'idée de cette enquête, c'est d'avoir encore une ou deux relances, de l'enrichir. Alors bien sûr, vu qu'il y a une présentation au milieu, il faudra voir que ça n'a pas modifié les réponses. Il y aura une analyse sur les réponses recueillies après cette présentation des résultats et avant pour vérifier que la suite des réponses a surtout fait gagner de la puissance et pas tant changer complètement le recrutement, ou sinon on essaiera de l'interpréter lui aussi. Néanmoins, on peut se poser la question, et donc c'est le temps maintenant qu'on peut prendre ensemble sur la fin de cette session, de quel message tirer de ces premiers résultats. Et on va sortir les stylos pour noter toutes vos suggestions sous l'avalanche des données qui vous ont été présentées. Quelles analyses, quels croisements de données souhaiteriez-vous voir réalisés? Voilà, ces données, elles sont à disposition des structures du Collège de la médecine générale, alors pas le fichier de données tel quel, on peut pas le faire, mais en tout cas l'analyse du fichier de données pour servir les enjeux de chacun, et les enjeux de la médecine générale, c'est fait pour ça. Donc voilà, chacun avec son regard a peut-être un certain nombre de besoins d'analyse, et notamment de croisement de données, vu qu'on a vu que la photo elle-même, c'est un taux de réponse qui permet pas d'être certain que l'échantillon est complètement représentatif. Par contre, dans les croisements de données, on a une certaine puissance qui peut-être permettre de tirer certains messages. Je vous donne en primeur, je vous donne peut-être ceux qu'on s'est notés dans nos discussions, les premiers messages qu'on a tirés, pour les résumer, ceux qu'on a cités tout au long. Sur la question du genre des médecins, on a le sentiment que du coup ces données viennent dire que le genre impacte
la qualité de l'offre de soins, le type d'offre de soins, mais pas la quantité. On a vu qu'il n'y a pas de différence ou pas de différence fondamentale de quantité d'offre de soins, de temps de travail entre les femmes et les hommes, et que par contre, il y a vraiment une différence d'offre en termes de type d'actes délivrés. Les femmes, clairement, font 2 fois plus, elles sont 2 fois plus nombreuses à réaliser des frottis que les hommes, etc. Donc, il y a le type d'acte qui est assez genré, et ça vient vraiment éclairer la nécessité que si on veut gérer politiquement l'offre de soins, il y a un besoin d'aller derrière les actes réalisés, le nombre de médecins qui existent dans tel et tel territoire. En termes de temps, 8,2 demi-journées, donc on en a parlé, c'est l'histoire de qu'est-ce qu'il y a derrière ces demi-journées, et le fait que finalement ça varie peu le temps de travail suivant l'âge, ça varie de moins de 1 demi-journée par semaine, alors qu'on entend que souvent avec des raisonnements en termes de taille de patientèle, il faut 2,5 jeunes médecins pour remplacer un médecin plus ancien. Ça n'a pas l'air du tout de se traduire en termes de temps de travail d'après les résultats de cette enquête. Chez les remplaçants, on a vu que les données semblent montrer que voilà, ce pool de remplaçants, c'est pas non plus une activité vraiment uniquement de coin de table, il constitue vraiment une offre de soins importante et voilà, qui n'est pas en dessous d'un mi-temps, quoi, en moyenne, loin de là. Sur les carrières, on peut se dire que il y a quand même 20% qui envisagent de changer en termes, et notamment en termes de type et de lieu de travail. Donc ça vient peut-être éclairer le fait que les carrières ne sont plus monolithiques, que les carrières évoluent. Voilà, au-delà de la question de l'arrêt d'activité, on n'a plus des carrières monoblocs. Et sur la question de la satisfaction, on peut dire que voilà, les résultats montrent des répondants qui sont globalement satisfaits. J'ai peut-être un dernier message à tirer des commentaires. Je vous en ai extrait 2 ou des mails qui ont été reçus qui permettent de bien prendre conscience que il y a des médecins qui sont en souffrance et voilà, il faut penser pour certains, je pense qu'ils sont pas dans cette salle, à se détendre. Il y a vraiment voilà, des fois des choses qu'on n'imagine pas trop. Et bravo à l'ordre pour la sérénité dans ces réponses. Je rajouterais que le Collège de médecine générale a été très courageux de vouloir travailler avec l'ordre. Voilà, ça fait réfléchir quand même. Voilà. Donc vous êtes nos complices maintenant, si vous êtes dans la salle. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a un micro au milieu ? On fait, pour ceux qui ont des suggestions, Et alors, il faut que je m'excuse par avance, je devrais vous quitter 10 minutes avant pour aller accueillir Monsieur le Ministre, qu'on se retrouve après en amphi bleu à 18h. Mais on a quand même une petite... Je crois que c'est bien l'amphi bleu, ouais. L'amphi bleu. Ouais, c'est l'amphi bleu. Là, c'est maillot. Bonjour. Allons-y, Isabelle. Bonsoir, Isabelle Cibois-Honora. Merci beaucoup. Bravo pour le travail rapide réalisé et bravo pour ces analyses. Moi, j'ai des millions de questions, mais je ne vais en poser qu'une. J'ai une casquette de présidente de la Société savante d'échographie en médecine générale. Donc, vous avez parlé de top flop. Moi, je vais parler de rareté. Donc, il y a 3% de médecins généralistes qui disent qu'ils réalisent de l'échographie. Mais vous avez parlé d'écho-Doppler. Je me souviens plus dans le questionnaire si c'était comme ça que c'était présenté. Est-ce que si c'était présenté comme ça, il y a des gens qui se sont dit c'est de l'écho-Doppler, donc c'est du vasculaire, donc c'est pas pour moi. Est-ce que c'était de l'échographie? Où est l'échographie? Nous, en tout cas, ça nous intéresse au niveau de la SNECO de savoir combien il y a de médecins généralistes qui font de l'échographie, puisqu'il n'y a pas encore d'actes remboursés d'échographie clinique ciblée. Donc, on a vraiment besoin de savoir qui fait de l'échographie en médecine générale. Est-ce que c'est de l'écho-Doppler? Est-ce que c'est pas de l'écho-Doppler? Et voilà.
Alors non, la réponse, l'échographie était demandée, il y avait une question sur l'écho-Doppler et il y avait une question sur l'échographie ciblée et qui apparaît pas dans le top ni dans les raretés. Du coup, elle est un petit peu plus au milieu, elle apparaît pas ici, mais on a les chiffres bien évidemment. Alors le chiffre lui-même brut, attention, il y a un biais avec l'échantillon, probablement un petit peu sélectionné, mais il y a peut-être des choses à aller chercher sur qui sont ces personnes, décrire leur profil, leur activité, leur temps de travail. Il peut y avoir plein de choses intéressantes par rapport à l'échographie, effectivement. L'écho-Doppler, par exemple, il faut savoir que, par exemple, faisait de l'angiologie jusqu'à ce que la médecine vasculaire devienne une spécialité, beaucoup de généralistes. Au même titre, ça fait partie en 2017 des 5, si je ne m'abuse, nouvelles spécialités. Donc là, il serait intéressant de voir si effectivement il y a un effet lié à l'âge. Est-ce que ce sont des jeunes médecins? Et à ce moment-là, effectivement, on peut aussi s'interroger, mais là, on n'aura pas la donnée, de savoir quelle était la formation par laquelle ils sont mis à faire l'écho-Doppler, ou est-ce que ce sont des médecins généralistes qui, finalement, avaient un exercice exclusif ou quasi exclusif d'angiologie, et dont certains ont demandé la qualification dans la nouvelle spécialité, mais pas tous. Voilà. Pour l'échographie, j'ai pas la réponse. C'est un peu les limites d'une enquête, parce qu'on en a fait d'autres. On aimerait qu'elle soit beaucoup plus exhaustive encore. Ouais. Oui, bonjour, Serge Gilberg. Deux choses. D'abord, merci pour l'enquête. Je pense que c'est vrai que ça serait bien d'avoir plus de puissance, plus de répondeurs, parce qu'on peut imaginer quand même que c'est les plus motivés, les plus intéressés qui répondent, comme d'habitude. Dans l'idée de croiser, il y a peut-être, par rapport à des gestes techniques, un intérêt de croiser par rapport à l'appartenance à des structures de groupe ou pas, pour se demander si effectivement il peut y avoir une répartition avec des compétences particulières dans un groupe. Mais ma remarque, elle porte plutôt sur les premiers résultats qui montrent qu'il y a une diversité d'activités. On a bien vu qu'il y a des médecins qui sont effectivement soit en groupe, soit en solo, soit salariés, mais qui exercent la médecine générale. Et dans la description, il y a un certain nombre de médecins qui ont des activités qui sont assez parcellaires, que ce soit en PMI, seulement en EHPAD ou autres, et qui correspond bien au dénominateur de l'ordre, qui est 136 000 médecins identifiés. Et donc finalement... 136 000, il y a une grosse cohorte de retraités non actifs. Voilà, retraités non actifs. Bon, même si on en met 100 000, et quelque part, en référence à la présentation de ce matin sur le référentiel métier ou professionnel, qui établit un périmètre pour la médecine générale avec une définition, on se retrouve et on va se retrouver avec le fait que dans cette définition et cette cohorte présentée, il y a un certain nombre de médecins qui sortent du périmètre. Et pour faire assez souvent des expertises pour insuffisance professionnelle, et donc ça interpelle l'ordre, va se poser la question de savoir qui est dans le périmètre de la médecine générale et qui ne l'est pas, et que deviennent ces médecins qui ne sont pas dans le périmètre de la médecine générale. Donc je pense que c'est quand même une question qui devrait se poser à l'issue du rapport. Alors là, ça c'est... Vas-y. L'insuffisance professionnelle et la spécialité, en l'occurrence médecine générale. On pourrait faire une table ronde rien que pour ça. Est-ce qu'on est incompétent en médecine générale dès lors qu'on n'embrasse pas l'entièreté du spectre de la médecine générale? La question est ouverte. Mais à ce moment-là, il quid du traitement de ceux qui ont de fait eu un exercice exclusif? Est-ce que médecin généraliste allergologue ou angiologue qui ne fera que ça? Qu'est-ce qu'il en est aussi du médecin retraité poursuivant une activité qui n'est qu'une activité de téléconsultation en répondant, enfin de téléconsultation, non, de télé, je ne sais plus le terme, enfin en étant régulateur au 15,
etc., etc. Non, mais je veux dire, je veux dire, pour chacune des spécialités, en particulier la médecine générale, je veux pas vous apporter de réponse toute faite parce qu'elle serait caricaturale et forcément simpliste et erronée. Mais ça pose énormément de questions, effectivement. Il y a aussi, y compris parfois, des demandes de dispense de garde où certains disent certes, je suis médecin généraliste, mais il y a très longtemps que je ne fais plus la médecine générale. Pourtant, il est bien inscrit comme médecin généraliste, mais comme il a un exercice particulier, vous voyez la complexité de la... Alors, évidemment, ça peut, mais à ce moment-là, je veux dire, philosophiquement, fondamentalement, est-ce qu'à ce moment-là, il vaut mieux les orienter en disant, écoutez, par exemple, demandez la qualification si votre dossier est robuste dans la nouvelle spécialité, par exemple médecine vasculaire, ça a été fait, mais tous n'ont pas, je veux dire, ne l'ont pas pour autant, hein, pour l'allergologie, etc. Mais c'est des questions qui, je vous dis, mériteraient un colloque à lui seul. Alors, c'est des questions qui sont posées là sur la... Pardon, j'ai un tout petit peu fait un pas de côté, mais dans les réflexions autour du référentiel pour ce qui est de... Est-ce que si on ne fait pas l'ensemble des actes d'un généraliste ou si on ne soigne pas l'ensemble des générations, on n'est plus généraliste? C'est des questions qui ont été abordées dans le référentiel. Jacques, tu veux en dire un mot? Parce que ça peut être des choses qui sont choisies ou subies. Hein. Vous êtes installé à côté... une sage-femme, voilà, votre activité peut spontanément baisser. Ça marche. Ah. Faut que tu le touches. Oui, on s'est posé la question, on a passé du temps à essayer de réfléchir, on a défini des notions de seuil, défini un certain nombre de critères précis que vous retrouverez évidemment dans le référentiel. Et on a essayé de trancher, en disant dès lors qu'on avait telle et telle caractéristique, on faisait réellement de la médecine générale, et un exercice exclusif qui ne comporterait qu'une seule pratique, comme par exemple de l'échographie dans le cadre de la médecine sportive, n'était pas de la médecine générale, quoi. Ouais. Voilà, c'est sur la version longue du référentiel, celle qui est en ligne, qui est disponible, où il y a sur les caractéristiques d'une offre de soins de médecine générale, il y a un peu de détails sur ce point-là. Ouais. Et j'attire votre attention, alors, comme je l'ai fait ce matin de temps en temps, on a essayé aussi de savoir combien étaient véritablement médecins généralistes traitants. Et donc on s'est appuyé sur une requête SNIRAM, parce qu'on peut aussi faire des requêtes sur le SNIRAM directement, pour essayer de voir. Et donc on a posé deux critères installés depuis 3 ans, et plus de 200 patients comme médecins traitants. Et donc ça, c'était une requête SNIRAM, donc elle portait sur les médecins conventionnés, donc libéraux. Et on a obtenu un nombre simplement de 38 000 médecins généralistes. Ça, vous le retrouvez, hein, vous avez le chiffre. Donc ça veut dire qu'en fait, l'offre de soins en médecine générale traitante, si on prend les 100 000 grosso modo, elle est de l'ordre de un peu moins de 40%. Auquel il faut quand même rajouter les médecins exerçant en centre de santé. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Et voilà, c'est dans la première annexe que vous le trouvez, je crois. Ouais. Et pour terminer de répondre à Serge, c'est bon? Non, je dis c'est dans le corps du texte. Et c'est aussi dans le corps de texte, d'accord. Pour Serge, sur le biais de sélection, sur effectivement le fait qu'il y ait 10% de taux de réponse, et ça limite certaines conclusions, mais voir ça peut renforcer quand même, au contraire, ce biais de sélection, certaines conclusions. Si on estime que les 10% sont probablement les plus motivés, les plus actifs, font pas partie des personnes qui sont les plus connectées à des réseaux professionnels, par exemple, de dire qu'un ECG, c'est 66% des répondants qui en font, ça veut dire que c'est sans doute le maximum, peut-être les plus actifs, et que ça peut renforcer certains messages en creux, en fait, qui se disent, si même chez les plus motivés, il n'y a que tant de constater, qu'est-ce que ça doit être dans la réalité? Donc on peut quand même s'en servir de ces biais de manière positive.
Sur le nombre de répondants, par expérience, quand nous faisons des enquêtes sur 3 semaines, on est vraiment très satisfait du nombre de répondants. On considère que 10% sur l'enquête, avec un lancement initial et un seul rappel, c'est très satisfaisant. Après, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est à peu près fidèle à la cohorte grandeur réelle. Et sinon, on est obligé de faire des techniques, vous savez, complexes de redressement, comme les instituts de sondage. On n'aime pas faire ça. Et là, vraiment, on a des variations faibles. Donc, c'est vraiment la livraison dans son jus, si j'ose dire. Mais sur ce laps de temps, c'est très satisfaisant. Voilà, 10% en 3 semaines, c'est vraiment très bien. Oui, c'est ça. J'y vais. Alors, Jean-Louis Bensoussan, je suis à Toulouse et je suis un retraité actif, sans activité clinique. Alors, voilà, c'est parce qu'il y a ça aussi, je suis actif, mais sans activité clinique, donc je paye ma cotisation à l'ordre, bien sûr. Non, c'était pas ça ma question. Moi, j'attendais beaucoup de cette étude, et merci de cette enquête, par rapport au nombre de demi-journées travaillées. Juste pour la petite histoire, on était au Canada il n'y a pas longtemps. En Ontario, ils ne parlent plus en nombre de médecins, mais en nombre de demi-journées de généralistes présents sur le territoire. Donc, ils ont abandonné le nombre de médecins. Et donc, je trouve que le chiffre affiché uniquement la moyenne à 8,2 ou 8,3, certes, ça donne une image, mais moi, j'aurais aimé voir des histogrammes. Combien de médecins travaillent encore 11 demi-journées? Combien 10? Combien 9? Combien 8? Combien 7? Etc. Je pense que ça sera beaucoup plus utile pour nous, par âge aussi, et peut-être après, évidemment, décliner ça sur les régions, parce que c'est, en tout cas, au sein de nos CPTS, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Voilà. D'accord, je note pour présenter en histogramme. Les heures, on les a pas. Ça fait pas partie du questionnaire. C'est une enquête de l'adresse, la dernière, donc qui est parue en 2022 sur des données 2019, qui dit 50 à 55 heures par semaine. Et du coup, voilà, ça voudrait dire que globalement, une demi-journée, si on dit que ça n'a pas changé depuis, une demi-journée équivaudrait à 6 heures. Donc voilà, ça pose question. Mais en tout cas, ce sont sûrement de très grosses demi-journées. Sur Jean-Louis, effectivement, on a fait le maximum. Il y a eu beaucoup de discussions en amont pour que le questionnaire soit adapté à tout. On parlait en ouverture du kaléidoscope des exercices de médecine générale. Malgré ça, on s'est raté. Et pourtant, il y a vraiment eu un certain nombre de discussions. Le fait qu'il y ait des retraités actifs qui n'ont pas d'activité clinique, ça a été corrigé très rapidement et c'était possible de répondre. Mais il y a quand même eu aussi, effectivement, 1 ou 2 points de blocage qui nous sont remontés, qui n'ont pas pu être corrigés. Par exemple, des retraités qui étaient remplaçants, retraités actifs et remplaçants. C'était une question à choix unique et du coup, ils ne pouvaient pas remplir les deux rubriques. C'était voilà, il y a quelques exercices où on a oublié phoniatre dans aussi, voilà. Et pourtant la liste était longue, mais c'est une vraie difficulté et une limite effectivement. Voilà. Alors j'espère qu'on peut la considérer qu'elle ne remet pas en question l'ensemble des résultats, mais c'est une vraie difficulté. Oui. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Donc, Johan Sénac, moi, je voudrais donc, dans les suggestions que je voulais vous proposer, c'était peut-être d'aller étudier un petit peu les sous-groupes. Et par exemple, j'en cite un, le médecin généraliste qui fait de la médecine traitante. On peut exclure quand même pas mal de sous-catégories dont on sait qu'ils vont pas ils vont pas avoir ce type d'activité pour voir si ça a aussi un impact sur les variables qu'on mesure. Typiquement, je prends un exemple sur le fait d'accepter des nouveaux patients médecins traitants. Voilà, si on exclut les médecins qui, par définition, n'ont pas de ce type de pratique-là, est-ce que que devient ce chiffre? Mais c'est vrai sur plein d'autres variables. Et je trouve que c'est intéressant d'aller étudier dans la finesse l'offre sans prononcer d'excommunication. C'est pas l'objectif, c'est plutôt de pouvoir lire un peu finement qui fait quoi et d'avoir une lecture de l'offre un peu plus précise. D'accord, bah c'est noté. Merci. Bonjour, Caroline Di Lorenzo, je suis médecin généraliste à Bordeaux et j'avais une question, c'est quoi un équivalent temps plein médecin? Alors là on a pris ceux de l'enquête, c'est-à-dire on a pris le 8,3 de mi-journée, vu que c'était recueilli avec la même question.
on peut comparer voilà, ce qui est déclaré. Ok, merci. Et je trouve pertinent sur l'heure, c'est vrai que c'est sur les heures de travail, ça, c'est fait, c'est pas grave, mais je trouve ça pertinent. C'est une grande question. Il faudra voir effectivement si on exclut, peut-être qu'on va trouver beaucoup de zéros qui ont baissé cette moyenne. Oui. Peut-être que, voilà, là c'est données brutes. Ça a été contrôlé au mieux possible avec les délais. Donc, mais peut-être que quand même il y a une manière qui apparaîtra plus pertinente de présenter les résultats. Il y aura des résultats définitifs dans un second temps. Il faut le prendre comme des résultats préliminaires. Mais chapeau, hein, parce que le délai était court. Merci aux répondants. Je me permets une remarque ayant contribué avec Paul à la description de l'enquête et au questionnaire. C'est vrai que quand j'y pense maintenant, quand je vois les demi-journées, je me dis, mais est-ce que les gens, quand ils décrivent des demi-journées de travail, ils ne pensent pas qu'à leur vraie demi-journée de travail? C'est-à-dire que la demi-journée par semaine ou les 3 heures qu'ils prennent pour lire de la littérature médicale, lire des journaux, faire leur comptabilité, s'occuper de leur cabinet, l'entretien, leur ordinateur, enfin toutes ces choses-là, est-ce qu'elles sont comptabilisées? Je pense que non. Et je pense que c'est notre biais d'avoir noté des demi-journées de travail effectif. De soins, en fait. Oui, c'était bien demandé en activité de soins, donc effectivement, peut-être que ça a pu exclure le temps administratif ou autre. On pourrait se dire, est-ce que il y en a qui ont exclu le temps de leurs internes? Ça a été précisé que ils comptabilisaient, y compris le temps où ils avaient un étudiant dans leur cabinet. Hein. Absolument. Dans la question, normalement, c'est pas exclu le temps interne. Et le temps aussi que certains passent dans leur CPTS, dans leur MSP, à gérer la SCI ou la SCM. Enfin, tout ça, ça fait partie du travail. Certains d'ici le savent très bien. Je pense que on connaît l'adresse pour le caractère professionnel du coup de ces études et le sérieux de ces résultats. Je pense que les chiffres qu'ils donnent en termes de nombre d'heures, on peut quand même s'y fier. Je pense que je ne suis pas certain qu'il faille remettre en question la sincérité des déclarations là, surtout qu'elles vont dans le sens plutôt inférieur. Donc voilà, il faut qu'on trouve l'explication. Je ne pense pas que ça remette en question la sincérité ni d'un côté ni de l'autre, mais plus de trouver l'explication aux chiffres, à la moyenne qui sort, quoi. Hein, voilà. Mais ça reste intéressant pour des comparaisons. On fait des comparaisons hommes-femmes. Ça a été mesuré de la même manière ou par classe d'âge. Ça permet de garder cette fiabilité. Élise Frey, je suis médecin généraliste en Alsace, dans un territoire semi-rural à rural. Et du coup, j'aimerais savoir si par la suite, d'abord bravo pour votre travail, si c'était possible d'avoir un tout petit peu de chiffres croisés sur les visites à domicile. Est-ce que ce serait possible de voir quelle tranche d'âge en fait plus ou moins? Et si ça dépend du territoire aussi, s'il y en a davantage en ville, davantage... Je suppose qu'il y en a intuitivement un peu plus à la campagne parce que les moyens de transport pour se rendre au cabinet sont tout simplement moindres. Mais comme j'aimerais tellement que le VAD soit le new sexy. Si vous pouviez m'aider, ce serait bien. Merci. Ah, j'ai raté la fin. On a raté la fin. Que la VAD soit plus sexy. Ah oui. J'ai souscrit. Parfait. Effectivement, la visite à domicile, on peut creuser et essayer de voir les profils. Ça marche. On n'a pas la quantité de visites, par contre. Ça, c'est une des limites. Marie Brosset, je suis médecin généraliste du côté de Saint-Malo. Je suis aussi élue au Conseil de l'Ordre du 35, mais c'est pas vraiment avec cette casquette-là que je pose ma question. Un truc qui pourrait m'intéresser, c'est de savoir quel est le rapport entre les types d'activités et l'âge et la quantité de patients. C'est-à-dire, en gros, est-ce que les plus âgés ont plus de patients médecins traitants et ont plus telle ou telle activité, tel ou tel acte, en fait, comme par exemple la gynéco qui prend un peu plus de temps, qui est moins bien rémunérée. Et voilà, quand on fait des équivalents, on dit... il faut 2 jeunes pour remplacer un vieux. Du coup... Désolée.
Du coup, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce qu'on peut pas modérer en fait ce chiffre-là par le type d'activité et la quantité de patients, et aussi pour les remplaçants, parce que les remplaçants aussi, alors forcément, ils ont une activité qui est assez liée au lieu de leur remplat. Mais il y a des remplaçants qui font un certain type d'actes et d'autres qui n'en font pas en fonction de leur formation. Donc ça peut peut-être être une donnée intéressante. Sur l'analyse, c'est bien noté. Sur l'analyse du type d'acte, là c'est présenté en top 10, flop 10. On pourra faire un tableau complet avec tous les chiffres. Voilà, hein, y a aucun souci. Ce tableau est déjà disponible. Mais peut-être qu'effectivement, il serait intéressant de prendre le même acte et de le comparer selon des. Non, par exemple, chez les. Ouais, pas de regarder que le classement des 10 premiers, des 10 derniers, les plus réalisés, les moins réalisés, mais plus de se dire bon, on compare sur le même acte, on prend le frottis. Dans différentes générations, dans différents types d'exercices, et voilà, peut-être faire une analyse individuelle de chaque type d'acte. Voilà. Ce que vous avez déjà fait pour le genre. Pour le genre, sauf que c'est le top qui est fait. Donc il y en a certains où on peut le suivre parce qu'ils apparaissent dans le top des deux côtés, et on voit que voilà, le frottis c'est 72%, 30 et quelques %, donc on les voit des deux côtés, mais on l'a pas. Hein. La remarque qu'on se faisait avec ma voisine, c'était que effectivement, dans certains actes, entre l'homme et la femme, il y a peut-être des actes qui sont mieux cotés chez certains et moins bien cotés chez les autres. Et du coup, parce qu'on dit souvent que les hommes ont une rémunération qui est un petit peu supérieure aux femmes, et du coup, est-ce que c'est lié au type d'acte, est-ce que c'est lié à la quantité d'actes, ou un peu les deux? Peut-être que c'est une information qui nous permettrait d'avoir l'info. En tout cas, bravo. J'ai pas noté la fin, la dernière. D'accord. Je suis désolé, je suis en parallèle parce que le ministre aurait une demi-heure de retard, etc. On a plus. Ah. Voilà. Mais du coup, on a le temps, c'est parfait. Il essaye d'arriver avant la demi aux dernières nouvelles, mais voilà, du coup, ça. Il réfléchit, il prépare son speech. Ouais, on va faire son possible, on va voir ce qui est. Marie-Hélène Certain, retraitée active, soins et hors soins. Et du coup, je ne sais pas si y a des choses qui sont faisables encore dans le questionnaire. Je ne me rappelle plus quand j'ai rempli tout ça, mais je trouve qu'il faut vraiment quantifier le hors soins, parce que il y a quand même beaucoup de médecins généralistes qui sont engagés dans la gestion de leur structure, MSP ou autres, dans des fonctions d'organisation professionnelle. Et alors, je trouve que c'était très maîtrise de stage, enseignement, etc. Et que quand même, il y a aussi beaucoup d'engagements locaux, d'organisation, la gestion des structures, la gestion des MSP, des CPTS. Donc, je ne sais pas si c'était bien précisé, je ne me souviens plus, mais voilà. Donc ça serait intéressant. Deuxièmement, je trouve que quand même le top 10 des activités, moi, ça me chagrine un peu qu'il n'y ait que des trucs techniques. Et je ne me rappelle plus encore, quand j'ai rempli le truc, par exemple, dans l'activité, dans la fonction traitante du médecin généraliste, on a dit c'est médecin traitant. Mais est-ce qu'on peut caractériser un petit peu les profils de patientèle en termes d'âge, enfants, femmes, etc., ou personnes âgées? Et du coup, là, il y a des actes techniques, mais alors quand on fait beaucoup de choses touchant à la santé mentale, par exemple, on n'a rien à cocher. Quand on fait des visites à domicile, qu'on a une patientèle âgée ou très âgée, ben, on n'apparaît pas non plus dans le top 10 des activités. Voilà. Donc je ne me rappelle plus le questionnaire, mais est-ce que c'est encore récupérable ?
Parce que c'est quand même une partie il faudrait importante refaire de c'est une notre bonne question. Alors déjà, il y a quand même un préalable. Marie-Hélène, c'est sans doute un peu comme Jean-Louis. Il faudrait un questionnaire de 30 pages pour documenter tout ce que vous faites. On n'y arrivera pas parce que c'est vraiment tellement engagé. Mais sur l'activité, effectivement, l'engagement hors soins, en tout cas, c'est un message à en tirer, c'est qu'il n'est pas documenté là, effectivement. La liste des actes, c'est plus des actes techniques ou qui caractérisent l'offre de soins de type est-ce que vous parlez une langue étrangère, laquelle, voilà. Mais effectivement, c'est déjà une très grosse question. Hein. Il y a 30 et quelques items dans cette question-là, sachant que le questionnaire en lui-même, je crois, fait 88 questions. Il a vraiment été présenté. On a énormément passé de temps pour essayer de le rendre le plus fluide. On s'est bien amusé à coder dans l'IM Survey pour qu'il y ait quand même des réponses par défaut, pour éviter d'avoir à tout recocher, etc. Donc, malheureusement, il y a des choix où, effectivement, on n'a pas été... alors, parfois, c'est par choix et qu'on n'a pas mis certaines questions, et puis parfois, c'est simplement qu'on n'y a pas pensé ou que ce n'était pas l'objectif lui-même du questionnaire. Mais c'est une limite du questionnaire et on ne pourra pas la documenter à moins de renseigner un autre questionnaire. Oui. Hein, Jean-Marcel. Moi, je crois que ça appelle à une étude à moyen terme plus documentée. J'entends parfaitement et je suis tout à fait d'accord. Mais en sachant qu'à ce moment-là, c'est pas une enquête en ligne en 20 à 30 minutes, mais qui soit beaucoup plus, si vous voulez, pour le coup, beaucoup plus robuste, beaucoup plus alimentée. Si vous prenez par exemple la formation, le temps de formation. Nous, on avait fait une enquête sur Ma Santé 2022, Ma Santé à l'automne 2021, qui précédait donc le temps politique des élections présidentielles et législatives. Et sur la formation, qu'est-ce qu'on en avait retiré? Il y avait eu 17 000 répondants. C'est période Covid avec des problèmes de cybersécurité, on n'avait pas pu relancer l'enquête. Bon, c'était, vous savez, les faux passes sanitaires à l'époque, etc. 2 médecins sur 3 déclaraient à ne pas avoir assez de temps à se former. Et chez les 45 ans, c'était 3 sur 4. Donc il faut vraiment avoir, je crois, une vision exhaustive du temps, le temps de soins et de prévention, le temps lié à des fonctions, que ce soit lié à la gestion de MSP, de CPTS, voire même autres, syndical, ordinal, ou voire même extra-médical, le temps de formation. Et comme je le dis, la médecine générale, de toute façon, va être, là c'est un message plutôt ordinal, mais enfin pour travailler de la démographie depuis déjà un certain nombre d'années, à rendez-vous avec elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera l'avenir de la médecine générale à l'horizon 2040 ? Je vous pose la question, je la sais pas. Non, mais sincèrement, lisez l'évolution de la démographie médicale, il y aura 30% de médecins en plus, sur une population qui va vieillir mais qui n'augmentera plus. Et on voit bien, si vous voulez, qu'il y a des plaques tectoniques actuellement en jeu sur la redistribution des champs de compétences des uns et des autres. Voilà. Alors on peut appeler de nos voeux un parcours de soins coordonné par le médecin où tout le monde travaille en bonne intelligence avec. Mais c'est pour dire que, je veux dire, il y a des questions très importantes. Alors, indépendamment de cela, effectivement, il faudra, je pense, mesurer beaucoup plus les choses, mais pour le coup, c'est une enquête qui prend du temps parce qu'il faut plusieurs allers-retours. Là, tout ça a été mené en 3 mois. C'est louable, hein, c'est remarquable, mais c'est ça. Mais c'est une invitation à aller beaucoup plus en avant, y compris le temps de formation. Qu'est-ce que vous estimez être digne d'une formation pour un médecin généraliste? Moi, je trouve que 3 fois 7 heures de DPC, mais c'est lamentable. Voilà, bon, mais c'est comme je le dis, c'est un ordinal qui vous dit ça. La formation est un devoir, mais c'est aussi un droit. Et un système de santé qui ne prévoit pas un temps correct à chaque médecin de se former, mais il est maltraitant vis-à-vis de ces médecins-là. Voilà, merci.
Voilà, donc pour revenir sur l'objectif, vraiment, l'enquête, c'était de documenter l'offre de soins. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a un choix qui a été fait. Et même au niveau de l'offre de soins, on a eu un certain nombre de réponses de personnes qui, dès lors qu'ils avaient déclaré un exercice exclusivement hospitalier, ça n'allait pas détailler énormément leur activité. Ils étaient assez frustrés en disant finalement on ne nous demande pas de déclarer combien on fait de garde à l'hôpital, combien on fait de... Voilà, effectivement, le questionnaire n'a pas trop creusé certains aspects même de l'offre de soins elle-même, quoi. Oui, je reviens là-dessus parce que, en fait, on avait été à l'origine de la question et notre question, c'était de se dire 100 000 médecins généralistes, mais que font ceux qui ne sont pas médecins généralistes traitants et remplaçants, et donc essayer d'explorer la boîte noire, et c'est extrêmement difficile, on le voit bien, notamment à cause du fait que, et j'en avais parlé avec Jean-Marcel, que ces gens, ils ont eu des activités mixtes, et donc savoir quelle est la part de l'un de l'autre, combien sont coordinateurs en EHPAD, on a posé la question, mais les choses se chevauchent tellement que c'est difficile à mesurer, quoi. Et voilà. Bon. Okay. La question. Bon, Richard Yvon, médecin à Angers. D'abord, merci et puis bravo pour cette étude. Est-ce que vous avez la donnée de l'arrêt de l'état de santé plutôt de ces médecins, de nos médecins, et plutôt de leur arrêt maladie à eux-mêmes? Alors, on imagine plutôt à l'extrême de la vie, l'arrêt maternité, pour mesdames, pour nos consoeurs, et puis pour les papas qui devraient faire comme les salariés, prendre un peu de temps. Est-ce que ça existe? Et puis quelque chose qui pourrait être intéressant à faire, parce que je suppose que là c'est plus compliqué, ça serait le renoncement aux soins des confrères. Autrement dit, aller prendre quelques jours pour l'opération, pour autre, et qu'on ne fait pas pour ça. Donc je ne vais pas alourdir plus les choses. Moi je suis d'accord avec l'idée que la demi-journée c'est personne dépendante. Quand on est habitué à en faire 10 heures, 12 heures, ça devient 6, mais quand on est habitué à en faire 8, il y a ça. Et puis un autre élément, c'est le nombre de semaines travaillées dans l'année. Parce qu'effectivement, si on fait tout très tôt, enfin voilà, pour l'idée derrière, c'est pour répondre à la question de l'accès aux soins, et plus simplement, est-ce qu'on est assez nombreux, ce que vous disiez. Alors sur les arrêts, on ne s'est pas documenté pour plusieurs raisons, à la fois parce que l'idée était vraiment de se centrer sur l'offre de soins elle-même plutôt que sur l'état du médecin. Voilà, il y avait sur l'état du médecin, il y a quand même sa satisfaction et ses perspectives à court terme, mais il n'y a pas est-ce que vous êtes en arrêt, etc. Il faut quand même voir aussi la difficulté, c'est que plus on va chercher des données qui sont labiles, plus l'enquête devient compliquée si elle se prolonge dans le temps. On ne sait plus si, voilà, notamment si c'était un arrêt assez court ou un arrêt de, voilà, on peut avoir un élément de saisonnalité qui vient s'introduire, etc. Donc c'est plus compliqué. En tout cas, sur les arrêts, on les a pas. Sur l'état de santé du médecin. Bon, la dernière diapo dit peut-être un mot sur l'état de santé mentale de un ou deux médecins, mais enfin psychologique, sur leur bien-être psychologique, mais voilà. Mais voilà, c'est tout. Mais effectivement, non, on n'a pas creusé l'état de santé du médecin. Ça mérite des enquêtes dédiées en parallèle. Hein, ça, c'est certain. C'est intéressant toutes les questions que ça fait venir. Oui. Juste peut-être un élément d'éclairage sur effectivement les données on les a pas, enfin sur la première partie de votre question, mais sur la partie de la santé mentale, on avait fait une enquête en 2022. Alors j'ai pas tous les résultats de l'enquête, mais j'ai quelques chiffres en tête. On avait posé la question de savoir si les médecins, donc tous médecins, on avait 3 cohortes, dont la cohorte des médecins généralistes, mais là j'ai pas la donnée sur cette cohorte, mais sur donc l'ensemble des 5 cohortes. À la question avez-vous été touché par un des 3 symptômes, donc les symptômes d'épuisement professionnel, 54% ont répondu oui à l'épuisement émotionnel, 43% à la perte d'accomplissement personnel, et près d'un répondant sur 5 affirme avoir eu une dépersonnalisation des relations avec les patients, et parmi les jeunes générations, 63% ont répondu avoir été touchés par un syndrome d'épuisement émotionnel. Et enfin, un répondant sur 2 a déclaré avoir connu une perte d'accomplissement personnel, et 1 sur 4 une dépersonnalisation dans ses relations avec les patients. C'est quand même un premier élément de réponse. Oui, bonsoir Pierre Lisman, merci pour votre travail. Je suis syndicaliste et retraité, et je suis syndicaliste actif, et j'ai toujours une activité clinique résiduelle en Belgique. Et je me suis déjà troublé par l'utilisation des soins. Ce que j'ai entendu dans les différents symposiums, c'était 3,9
contacts par patient et par an, si c'est toujours exact. Nous, on est à 4,5, c'est une grosse différence. Je m'interroge sur l'accessibilité de la médecine générale en France partout. Est-ce qu'une des raisons, c'est parce qu'il n'y a simplement pas d'accès, qu'on a des différences telles que celle-là? Une autre raison qui m'interroge aussi sont les gens qui auraient une utilisation exclusive de la deuxième ligne. Quand on avait fait certains travaux sur le forfait en Belgique, on était arrivé à la conclusion qu'il y avait à peu près 10% de la population qui ne consultait pas du tout la médecine générale. Je ne sais pas ce qu'il en est en France. Donc voilà, toute une série de questions aussi vis-à-vis de l'utilisation, parce que normalement, tout le monde devrait avoir un généraliste qui fait du tout venant, et pas des faux généralistes qui ont des activités ciblées. Oui, effectivement, c'est des questions sur la consommation de soins. Alors là, du coup, c'est pas éclairé par l'enquête, hein, c'est questions de consommation de soins. Et j'ai notion qu'on est effectivement, on n'est pas à 4, on est en dessous hein, de 4 contacts médecins. Après, il y a peut-être plein de choses qu'il faut voir. Quel est le contenu des consultations, la durée des consultations, les types de patients. Il y a les patientèles sans médecin traitant. Est-ce qu'elles sont similaires entre nos pays voilà, donc. Je vais répondre quand même, voir s'il arrive. Je vous laisse. Alors, sur l'accès aux soins, et notamment aux soins primaires, ce matin, donc, j'étais une journée de la MACSF, vous savez, l'assureur, sur notamment les enjeux et défis démographiques. Il y avait notamment l'IRDES, enfin des experts, et on est un pays où les inégalités territoriales d'accès aux soins sont plutôt très marquées. Hein. Et nous, on fait, si vous voulez, dans les études, ce qu'on appelle des rapports interdéciles entre les 10% les territoires les mieux dotés, les départements les mieux dotés, et les 10% les moins bien dotés. Et on fait un rapport. Et ce rapport interdécile ne fait que s'aggraver. C'est pas pour la médecine générale qu'il est le plus déséquilibré, mais c'est pour les spécialités médicales et chirurgicales. Mais c'est de l'ordre de 1 à 3, voire 1 à 4. Donc c'est pour vous dire. Et là où les départements sont les moins densément peuplés, là sont les départements où la population est les plus âgée et où les facteurs de précarité sont les plus importants. Donc, je veux dire, c'est un cumul des handicaps dans ces territoires-là. Ah. Voilà, alors juste une question, si vous voulez, qui a été posée sur forme-t-on assez de médecins? Ça, c'est un chantier considérable et il faut vraiment avoir des travaux. Parce que pour le moment, la méthode, je peux vous en parler, puisque est très empirique. Et c'est une question qui a droit de citer, et si vous en parlez pas, il faudra répondre devant les futures générations qu'aucun travail n'a été fait dessus. Voilà, merci. Non, c'est pas nouveau, absolument. Ah, d'accord. On a encore, si vous voulez prendre peut-être 2 questions. Ah oui. Tout le monde se lève. Oui. Alors, moi, je suis médecin remplaçant, donc Olivier Cadieu. J'ai des petites remarques, je vous laisse les noter, et puis vous verrez. La première, c'était par curiosité, on trouve quoi dans les lieux d'activité? Parce qu'il y avait déjà pas mal un bon listing, donc je ne sais pas si vous avez eu des retours sur ça. Alors, autre, est-ce qu'il y avait un choix ou est-ce qu'on ne pouvait causer Non, en fait, il n'y avait pas de choix, c'était du texte libre. Malheureusement, c'était la partie de Paul, donc je n'ai pas la réponse. D'accord. Mais je la note et on vous apportera les éléments. Quand on voit le pourcentage, on aurait aimé développer finalement. Oui. Bon, dommage. Je vais avancer. Au niveau des histogrammes pour les tailles de patientèle, je pense que ça serait intéressant d'avoir plus de granularité parce qu'entre 500 et 1000, ça fait quand même une sacrée différence. Pareil entre 1000 et 1500. Donc si on arrive à avoir un petit peu plus de détails là-dessus, je pense que ça serait assez pertinent. J'ai pas vu aucune information concernant la file active, uniquement sur la patientèle médecin traitant. Je pense que pareil, ça serait assez intéressant, notamment en début d'activité. La file active est nettement plus importante que la patientèle médecin traitant. Oui. Je rejoins l'idée de la granularité du temps de travail qui aurait peut-être bénéficié à être en temps horaire plutôt qu'en demi-journée. Et il n'y a pas non plus de question sur la durée depuis le début de l'installation, parce que je pense que ça aussi, ça peut avoir une répercussion
Vous voulez répondre? Alors sur les premières remarques que vous posez, en effet, c'est des choses qu'on avait prévu de mettre au questionnaire, mais comme on vous l'a expliqué, on avait un certain nombre de contraintes, notamment la contrainte de vous présenter des premiers résultats, et compte tenu de nos échéances, on a retiré ces questions. Maintenant, je vous rejoins parfaitement. Enfin, le Dr Mourgue attache aussi de l'importance à ces questions-là, et c'est peut-être une V2 sur un projet de cohorte qu'on aimerait mettre en place. On aimerait mettre en place une vraie cohorte de suivi longitudinal des médecins généralistes qui, comme il vous le disait, là, comporterait peut-être 90 questions. Ça prendra peut-être une demi-heure pour y répondre, notamment sur la partie temps de travail, notamment sur la santé mentale, notamment sur la file active. Je vous rejoins parfaitement sur la pertinence de ces questions. Et j'ai perdu le deuxième point de votre question. C'était la durée depuis le début de l'installation. Ah oui, alors ça, on les a pas présentés ici. Je pense que ce sera un deuxième temps de présentation. Et on avait la durée moyenne de l'installation à partir de l'année de thèse, à la première installation, et date de cessation d'activité aussi. Okay. On les a pas aujourd'hui, mais on vous les donnera. Bon, alors je termine sur les remplaçants. On n'a pas la notion de savoir qui utilise sa CPF, sa CPS versus celle du remplacé, parce que ça veut dire qu'il y a une invisibilisation des actes qui sont faits par les remplaçants. On n'a pas la distinction sur les modalités d'activité qui ont été marquées de façon globale sur tous les actifs. Je pense que ça serait intéressant, pareil, de l'avoir en systématique entre actifs réguliers, retraités actifs, etc. et remplaçants, du coup. Et il n'y a pas la distinction sur les remplaçants qui sont thésés, les remplaçants qui sont non thésés et les remplaçants qui sont encore internes avec une licence de remplacement. Je pense que ça aussi, ça a un impact sur le nombre de demi-journées qui sont travaillées de la part des remplaçants. Bien sûr. Voilà. Merci pour cette version 2 du questionnaire. Moi, j'ai une question très courte. Mathilde Ninet, je suis médecin généraliste avec une activité hospitalière récemment. Est-ce que vous avez étudié les raisons de changement de lieu ou d'activité? Moi, en milieu rural, on voit fréquemment des cabinets de groupe où il y a 3-4 médecins, 1 ou 2 partent à la retraite et les plus jeunes se retrouvent seuls, avec pas d'autres de terrain d'activité autour. Ils sont obligés de changer de lieu ou d'activité. Oui, vous voulez répondre? On a beaucoup de projets à l'ordre des médecins sur des travaux transversaux et, si vous voulez, pluripartenariaux, et notamment une grande enquête de cohorte et de suivi longitudinal, et ça en fait partie. Après, il y a 2 conditions, il faut les ressources humaines et puis des partenariats. Mais on a bien conscience qu'on a besoin d'étudier tout cela en précision. Ce que vous dites. Alors, l'évidence, c'est que effectivement, le temps est passé d'une carrière monolithique, tant dans le contenu métier que le lieu d'exercice, voire même que le mode d'exercice. Ça, je crois qu'il y a consensus. Et à la limite, on a tous besoin, peut-être parfois, d'avoir des perspectives d'ouverture, etc. Pour autant, comme vous le dites, il y a une certaine proportion de changements qui sont subis, qui correspondent à une insatisfaction. Et là, il faut vraiment finement analyser ces motifs aussi, savoir faire le distinguo entre ceux qui sont des souhaits d'évolution de carrière, une insatisfaction et finalement un changement. Et peut-être juste en documentation supplémentaire à la question qui était posée que je vous ai remis sur laquelle je vous ai repositionné la slide sur les perspectives, donc 20% envisagés de changer de situation professionnelle à court terme. On en a 16, donc parmi ces 20% toujours en cascade, qui déclarent vouloir changer de situation professionnelle à court terme pour une des raisons autres. Et dans les raisons autres, on a, je vous les cite pêle-mêle, sans proportion, on a des raisons de déconventionnement, des situations de burn-out déclarées, des médecins qui déclarent vouloir s'installer à l'étranger pour toutes les raisons qu'on peut entendre et connaître, et des médecins qui souhaitent prendre leur retraite. Voilà. Merci. Merci. Ouais, c'est bon.